encore une fois, c'est quelque chose qui demande du courage parce que se mettre à son compte, ça demande du courage. Ça demande de s'impliquer, c'est un travail du quotidien. C'est très prenant et à la fois, c'est l'aventure la plus passionnante professionnellement que j'ai connue. Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview dans l'air du temps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline, qui est directrice de l'entreprise L'Atelier du Dessous. Alors Céline, comment vas-tu ? Eh ben, parfait, merci. Ouais, ça fait plaisir de te voir parce que c'est vrai que cette année, on s'est pas beaucoup vu, enfin en visio. Oui, en visio, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis là, avec un petit plexi, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a à notre disposition. Ça fait toujours plaisir de se retrouver, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est sûr. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler de mode, de lingerie, de corsetterie française et de slow fashion. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas l'entreprise L'Atelier du Dessous, qui ne te connaissent pas non plus, un petit peu finalement ton parcours, comment t'es arrivée jusqu'ici ? Oui, alors l'Atelier du Dessous, donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans. Lorsque j'ai quitté mon poste de salarié, j'étais responsable de collection, donc je faisais des tendances, du stylisme, de la mise au point. Je m'occupais aussi des catalogues, de la mise en valeur des produits. Et puis, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte puisque je souhaitais travailler sur mesure, je souhaitais travailler avec une majorité de matières françaises et puis me rapprocher vraiment de la cliente de manière à être vraiment en adéquation avec son besoin. Tu as toujours travaillé dans la lingerie, alors moi je sais, mais bon, les autres ne savent pas, c'est parce que c'est quand même ta passion, c'est quand Oui. même ce qui définit quelque part ton identité, voilà, en tant que femme, en tant que directrice de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette passion ? Oui, pour moi la lingerie c'est vraiment un élément constitutif de l'identité féminine et permettre aux femmes d'accéder à la lingerie qui leur correspond, c'est contribuer à la femme dans sa globalité, quelque part dans la construction de son identité, l'aider un peu à se rapprocher de son vrai besoin et de celle qu'elle est réellement. D'ailleurs, l'Atelier du Dessous, il y a quand même une particularité parce que je me souviens, quand tu as décidé de monter cette entreprise, c'est que tu avais quelque chose qui te tenait à cœur quand même. Tu trouvais que dans le commerce, aujourd'hui, on n'avait pas véritablement accès à certains types de soutien-gorge. Oui, il y a des tailles pour lesquelles on propose très très peu de produits, voire pas du tout. Toute une frange de la population féminine est totalement invisibilisée puisque les tailles ne sont pas proposées, donc quelque part elles n'existent pas sur le marché. Et puis il y a un type de produit aussi qui n'est pas proposé. Par exemple, sur certaines tailles, on va proposer que des push-ups ou que des petits triangles pour les petits bonnets. Par contre, sur les grandes tailles, on ne va pas du tout leur proposer ce type de produit. Et à l'inverse, les petites tailles, parfois, elles aimeraient aussi avoir juste un bonnet classique, quelque chose de léger. Et quand tu nous parles d'identité, effectivement, il y a l'identité visuelle, il y a l'identité de la marque, celle qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, on a finalement l'identité de l'étiquette. Alors, chez The New Label, tu vois, on parle assez d'éthique, d'étiquette, on fait ce petit jeu de mots, parce que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à l'étiquette, en fait, du produit. Surtout que là, on est dans un produit textile, donc finalement, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, par rapport à la fabrication, par rapport aux matières premières, aussi les conditions de travail, ça peut être intéressant de savoir à l'atelier effectivement de quelle façon tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors pour ce qui concerne notre éthique au sens premier du terme, le choix du sur-mesure s'est imposé notamment dans une démarche de slow fashion, dans une démarche de production raisonnée, le choix aussi des matières, c'est-à-dire que nos matières sont à plus de 70% françaises, on a à peu près 20% de matière italienne et le reste c'est matière Europe. On a vraiment fait un choix au niveau de l'approvisionnement qui était un choix compliqué, mais qui est un choix engagé d'approvisionner le plus proche possible. Et parce que pour des raisons écologiques, d'émissions carbone au cours des transports, et parce que si on veut que nos fournisseurs français, européens perdurent, résistent aux périodes de crise, soient toujours là et que la lingerie soit encore possible en France en termes de fabrication, de confection, il faut absolument qu'on ait toujours un tissu de fournisseurs. Donc faire le choix de s'approvisionner de façon la plus locale possible, c'est aussi faire le choix de soutenir, de promouvoir les fournisseurs qui vont permettre de continuer à fabriquer localement. Après, au niveau de la façon dont on fonctionne au quotidien,
C'est vrai que pour avoir connu différents modes de fonctionnement, pour moi c'était très important que tout le monde se sente bien. C'est vrai que chez nous, s'il y a besoin d'une petite pause, d'aller se faire une petite tisane ou un café, c'est pas du tout un souci. Quelqu'un qui arrive avec 5 minutes de retard, c'est pas un souci. L'important, c'est que quand on est là, on est engagé dans son travail, on s'implique, on fait de son mieux et on participe vraiment, on co-crée la valeur ajoutée du produit parce que chacune apporte ses compétences. Et aussi, on accorde beaucoup d'importance à la formation parce que je suis convaincue que si on veut, c'est la même démarche avec nos fournisseurs, si on veut avoir des couturières, des professionnels, des modélistes, des stylistes qui sont compétentes dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir, il faut les former. Donc il faut soutenir les écoles, il faut proposer des stages parce que s'il n'y a pas de stage, les formations ne sont pas validées, les formations disparaissent au fil du temps. Et si on veut que la corsetterie, qui est un métier qui était français, qui était vraiment une compétence propre, perdure, il faut absolument soutenir la formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité aujourd'hui? Alors là, nouvelle année, nouveau projet, tu travailles effectivement en B2C, c'est quelque chose, tu as l'habitude de communiquer à ce sujet, mais pour ceux qui ne le savent pas, depuis un an maintenant quand même, effectivement, tu as une activité aussi B2B. Mon idée initiale était vraiment le B2C, donc travailler avec les clientes finales pour qui on fait du sur-mesure. Et en cours de développement de l'entreprise, je dirais au bout d'à peu près un an, on a été sollicité par plusieurs entreprises qui cherchaient à faire de la production française à très petite échelle. Ce genre de démarche en fait n'intéresse pas la plupart des ateliers de production parce que c'est des très petites quantités. Donc c'est, voilà, pour les ateliers de production, c'est trop mince finalement pour qu'ils se lancent. Et au début, on avait dit non parce que c'était pas notre identité. Et puis en fait, j'ai eu contact avec 2-3 entreprises qui avaient des projets, des vraies convictions, des valeurs. Et en fait, je me suis retrouvée dans leurs valeurs et je me suis dit, on est pareil. Moi, j'avais la chance que j'ai réussi à m'installer finalement assez rapidement parce que ça faisait 20 ans que c'était mon métier. Donc, comme je connaissais très bien le milieu, les fournisseurs, j'avais beaucoup d'appui, j'ai pu facilement me mettre en route quelque part, démarrer mon entreprise. J'avais face à moi des jeunes marques qui n'avaient pas cette chance, qui n'avaient pas ce passif, mais qui avaient des valeurs et des idées qui me parlaient. Donc, effectivement, on a pris le risque, on s'est dit, ok, après tout, si le chemin, je suis pour la sérendipité, si le chemin nous pousse par là, si on a quelque chose qui s'ouvre devant nous et qui correspond à ce qu'on est, à notre façon de fonctionner, à notre identité, eh bien pourquoi pas. Donc on a démarré avec une première phase de test qui, comme tout test, comporte des imperfections, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis aujourd'hui, on a multiplié les collaborations. C'est presque une idée de collaboration. Les projets qui sont embryonnaires, c'est presque ceux qui me passionnent le plus, puisqu'on a quelqu'un qui arrive avec des papillons dans le ventre, des idées plein la tête, des valeurs, un concept, et qui juste ne sait pas comment le prendre. Et en fait, moi, avec mes 20 ans d'ancienneté, et ben pour moi c'est hyper fluide. Et en fait, on a un échange, en général en 1 heure c'est fait. On a un échange et en fait je guide un peu la personne, je trie un petit peu les infos, je l'aide à faire un peu de ménage dans sa tête. Et ça m'est arrivé encore il y a 2 jours. Et à la fin de la conversation, la personne m'a dit, ça y est, je sais où je vais. Et puis après, on a aussi une partie mise au point où parfois on fait donc le développement technique des produits. Donc là, on a par exemple des projets en cours pour lesquels donc, on fait le patronage, on fait les prototypes. Donc tout est intégré, tout est sur place. Et pour certains projets, on va donc jusqu'à la production. Ah oui. Donc ça dépend de plein de choses. En fait, il y a des personnes qui viennent avec un nouveau projet et qui finalement au stade du développement se disent, vu le contexte, finalement j'ose pas, etc. J'attends un peu. On a des personnes qui parfois ont des aléas financiers et se disent, avant de lancer en production, j'attends. Mais on a aussi des personnes qui avaient construit un business plan, qui étaient vraiment dans une projection de leur vie d'après. J'ai eu récemment par exemple une discussion avec une personne qui m'a dit, je suis en congé maternité, je sais que je ne reprendrai pas, je sais que j'ai envie de faire mon produit, il faut que je voie la faisabilité. Voilà. Okay. Et dans ce cas-là, ça peut aller effectivement, quand le projet est vraiment construit de bout en bout, ça peut aller jusqu'à la mise en production. Dans ce cas-là, on fait des productions qui peuvent aller, on démarre à peu près à 20 pièces par taille. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, la coupe, on ne la fait pas nous-mêmes, on la sous-traite. Un partenaire qui est un partenaire aussi de cœur,
qui est Andy Soie. Donc si vous nous suivez sur notre page Facebook, vous avez déjà vu leur portrait. C'est un Andy atelier qui se trouve au sud de Lyon, avec qui on travaille donc pour la coupe industrielle. Oui, ça, je me permets. Je ne sais pas si on l'a dit, mais du coup, toi, tu es une entreprise quand même basée en région lyonnaise, Oui. à Quincieux. Oui. Et donc ça, c'est super chouette d'avoir rencontré quand même un partenaire qui est toujours dans cette même région. On fait travailler la région lyonnaise et c'est quelque chose qui est porteur de sens, je pense. C'était important, effectivement, c'était important pour moi, la démarche était importante. La personne qui a créé cette entreprise était salariée et un jour, sachant que l'entreprise dont elle faisait partie voulait sous-traiter cette activité de coupe, s'est manifestée en disant, voilà, moi je me sens de le faire, je me sens d'être votre sous-traitant. Et elle s'est lancée et je trouve que c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui demande du courage parce que se mettre à son compte, ça demande du courage. Ça demande de s'impliquer, c'est un travail du quotidien. C'est très prenant et à la fois c'est l'aventure la plus passionnante professionnellement que j'ai connue. D'ailleurs, on parlera de la Covid dans quelques instants, mais je voudrais rebondir, c'est vrai que tu as parlé de l'humain, etc. Je sais que c'est une valeur qui te porte à cœur, et d'ailleurs qui me porte aussi à cœur, et j'aimerais savoir, parce que qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, qu'est-ce que tu mets peut-être encore en place, ou quelque chose que tu as pensé, mais comment tu fais pour inscrire finalement ton travail dans une démarche qui va être à la fois respectueuse de l'environnement et puis aussi de l'humain, des travailleurs, des clients. Alors là, en l'occurrence pour cette année, chaque année on essaye d'avoir effectivement un nouveau projet qui soit porteur de sens, qui aille encore plus loin que ce qu'on fait, sachant qu'effectivement comme on travaille en sur-mesure avec des matières locales, en travaillant au maximum sur le réseau local, on est déjà bien avancé sur tout ce qu'on appelle la RSE. Mais c'est vrai que pour moi vraiment le cœur de l'intention, c'est d'aider la femme à se connecter à son identité. Et c'est vrai que le sur-mesure, je sais pas pour ceux qui nous regardent, mais en tout cas, c'est un concept parfois qui est, si on n'est pas dans le textile ou quoi, on comprend pas bien vraiment en quoi ça consiste. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les seules solutions réelles pour faire de la slow fashion, c'est-à-dire ne produire que le besoin, aujourd'hui c'est l'après-vente et le sur-mesure. La prévente quand elle est respectée, c'est-à-dire quand réellement il n'est produit que ce qui a été prévendu et pas plus 20% au cas où. Nous, on a vraiment fait le choix du sur-mesure parce que ce qui était important, c'est que c'est une façon de réfléchir qui est complètement différente. C'est-à-dire que lorsque une marque produit une fabrication industriellement, elle lance sa production et ensuite demande à la cliente de prendre ses mesures et lui dit donc vous correspondez à telle taille et propose à la cliente la pièce qui lui correspond. C'est ça. Alors que le sur-mesure, c'est totalement l'inverse. Lorsqu'on travaille en sur-mesure, on travaille d'après la cliente. D'ailleurs, nos soutiens-gorge ne portent pas la taille, ils portent le nom de la cliente. Parce que c'est le soutien-gorge de la cliente. Ouais. Donc là, tu nous parles finalement de ton présent, de ton activité, etc. Mais je vais retourner en 2020. Malheureusement, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais j'aimerais qu'on aborde quand même ce sujet. Parce que 2020, ça a été une année qui était pas facile. Pas facile parce qu'elle nous a demandé de réapprendre à communiquer, aussi bien avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail, mais également avec nos clients. Et aujourd'hui, toi, comment tu as fait en tant que jeune entreprise, tu es là depuis 2 ans, pour justement réussir à te réinventer. Et puis surtout, comment toi tu l'as vécu ? Parce que c'était pas facile. Non, alors c'est clair que c'était un petit peu délicat. En plus, à cette période-là, on était en pleine production, donc on était 7 personnes à l'atelier. Et puis finalement, les choses se sont faites, je dirais, d'elles-mêmes, un peu à l'instinct. C'est-à-dire que on est dans un village, malgré tout, une petite ville. Maintenant, c'est une petite ville, mais où le lien social est très important. On a un réseau, on va dire, un tissu dans la ville qui est assez dense. Et puis, les commerçants ont bataillé pour rester ouverts. Et puis, ils n'avaient pas de masque. Donc, j'ai fait 1 masque, 2 masques pour dépanner parce qu'on connaissait un peu. C'est vrai que ça a commencé vraiment comme ça. Voilà, moi, quand on me dit est-ce que tu n'aurais pas un petit carré de tissu ou un peu d'élastique, on met 2 agrafes et on a un masque. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Donc, effectivement, le lendemain, à 6h du mat, j'ai essayé de monter une petite série de masques. Et puis, j'en ai donné, parce qu'il fallait aller vite. Et puis, parce que, ne serait-ce que pour le collectif, il y a un moment, si la pharmacie, le supermarché, si les commerces de base étaient contaminés ou fermaient,
tout le système était paralysé. Donc, ne serait-ce que par intérêt collectif, si ce n'est par affection pour les personnes qui se donnaient du mal pour tout le monde, voilà, il fallait faire quelque chose. Donc, ça a démarré un petit peu comme ça. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça progressivement. Finalement, la mairie m'a contactée en me disant, voilà, il faut des masques pour la population. Il faut qu'on en sorte 3500 en 10 jours. Donc, je leur ai dit que je ne pouvais pas, c'était trop. Et puis, on a un collectif de couturières bénévoles a été monté. Donc, que des non-professionnels, puisqu'effectivement, l'idée, c'était surtout pas de concurrencer les professionnels qui fonctionnaient. Et puis on a fait de notre mieux, on s'est battu avec toute la structure municipale et les volontaires, les bénévoles pour essayer de proposer des solutions. Et puis voilà, cette période de parenthèse finalement a été très dense. Il y avait plus de samedi, plus de dimanche, 1er mai, 8 mai, j'ai travaillé tous les jours. Mais il fallait, il y avait une urgence. Finalement, c'était une période très spéciale puisque il y avait un côté paralysie du système, de la société. Et en même temps, il y avait une richesse dans les liens. On avait 35 couturières bénévoles. La mairie s'est mobilisée, génial, la police municipale s'est mobilisée pour faire les trajets, pour éviter les contaminations. C'est eux qui faisaient la navette pour les lots de tissus à monter, pour les lots de masques à ramener au supermarché qui a fait la distribution, qui a été là non-stop avec des procédures de sanitaires au carré depuis le début. En fait, il y avait une envie de faire et tous ceux qui avaient envie de faire se sont rejoints. Et ça, humainement, c'était vraiment fort. Et après, pour ce qui concerne nos clientes qui viennent chercher du sur-mesure chez nous, effectivement, je ne pouvais plus les accueillir à l'atelier. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, on faisait des entretiens par téléphone, en visio. On a développé d'autres solutions. Donc, on a fait des WhatsApp, on a fait des Skype, mais quand on veut, on trouve toujours des solutions. Et donc, effectivement, avec le changement de mesure, maintenant, je peux à nouveau accueillir les clientes, mais je privilégie le mercredi, le samedi, parce qu'il n'y a pas de couturière. Ce sont des jours où je travaille sur la partie administrative, commerciale, etc. Et en fait, ça me permet à la fois de ne me consacrer qu'à elle, dans un calme total, puisqu'on est la cliente et moi, on est en tête à tête. Et puis, ça permet de respecter les mesures de sécurité sanitaire, avec évidemment le masque, le gel, etc. Complètement. Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé ça. Je pense que c'était important d'en parler parce que tu as été vraiment au cœur de ce projet et puis tu as été au cœur de ce bouleversement, tout comme des milliers de travailleurs. Mais de montrer aussi les solutions qu'on a pu mettre en place. Ça peut peut-être donner des idées à certains, d'utiliser un petit peu plus les réseaux sociaux, les applications mobiles. Et ça, c'est très chouette. C'est très chouette. Je vous propose de passer tout de suite à la Minute Actu. Je vais te montrer quelques tendances qui sont annoncées pour 2021. Et je sais que les tendances, c'est quelque chose qui te plaît assez. Et j'aimerais tout simplement que tu me donnes ton avis, ton ressenti vis-à-vis de ça. Alors, je te propose de réagir à une première tendance pour 2021. C'est l'imprimé tigre. Cet imprimé un petit peu sauvage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dans la lingerie, est-ce que tu pourrais sortir un soutien-gorge imprimé tigre et sauvage? Alors, je pense que ça va être assez compliqué, surtout que l'imprimé tigre, il est plutôt travaillé sur une très grande échelle, donc il va plutôt se prêter aux grosses pièces. D'accord. À des grandes pièces un peu fluides. D'accord. Voilà. Mais effectivement, il va donner un mouvement, un effet un peu optique, mais sur plutôt des grandes pièces. Donc, rapporté à l'échelle de la lingerie, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Ok, super. Alors là, c'est la veste plaid. Effectivement, c'est tout ce qui va tourner un petit peu sur le côté cocooning, le côté loungewear, etc. Je sais qu'en septembre, effectivement, toi, tu avais lancé un soutien-gorge qui s'appelait Olympe. Et c'était effectivement dans cette tendance où on était plus à la recherche peut-être du confort, de la légèreté au niveau du soutien-gorge. Et là, on voit que pour 2021, a priori, on va faire perdurer un petit peu cette tendance, c'est-à-dire porter un vêtement dans lequel on va se sentir bien pour la maison, pour le travail, et on va retrouver ce côté cocooning chaleureux. Oui, tout ce qui est homewear, leisurewear, tout ce qui est vraiment produit cocooning détente, déjà était en vogue avant le confinement. L'effet confinement a vraiment amplifié, ça c'est une évidence. On a sur 2021 une vraie tendance autour du pyjama,
et autour des matières qui vont être confortables, qui vont être des matières de jersey très mou, de viscose, des choses qui vont permettre de se sentir bien dans son corps, de se sentir à l'aise. C'est vraiment quelque chose qui, à la fois qui existait un peu avant, c'est fréquent quand on est dans des périodes un petit peu de difficultés économiques. On sait très bien qu'au niveau des tendances, certains aspects, certains points forts correspondent à certaines problématiques sociétales. En l'occurrence, le côté cocooning, confortable, bien-être, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les périodes un petit peu difficiles économiquement. Donc ça existait c'était présent depuis quelques années, mais là effectivement avec l'effet confinement, on a une amplification. Comme quoi finalement vraiment notre environnement, à la fois social et économique, peut impacter les tendances en matière de style et en matière de style vestimentaire. On sait que par exemple dans les périodes de conflits armés, quand on a beaucoup à la télé d'images de guerre, etc., on sait que comme par hasard, on a une émergence du kaki. Alors, il y en a une autre, c'est les franges. Alors, les franges, je ne sais pas si on peut parler de franges sur un soutien-gorge ou sur de la corsetterie française, mais je trouve que les franges, c'est un petit peu la tendance qui vient, qui repart. On ne sait pas trop comment l'utiliser dans le sac, dans l'habillement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu aimes les franges? Dis-nous. Alors, ça dépend du contexte, je dirais. Ça peut être très mignon sur un produit un peu sexy. On en a vu dans plusieurs marques, les effets frangés, plissés, etc. Ça peut être très mignon. Après, ça a une problématique principale, c'est que ça crée un relief. Et on est plutôt dans une période où la silhouette a envie d'être très fluide. Et effectivement, des franges sur une pièce comme un sac, ça finit, ça donne de la souplesse, de la légèreté. Je comprends ce que sur un soutien-gorge, ça va avoir tendance à faire l'effet inverse parce que ça va donner une superposition. Et sous le vêtement, on va avoir l'impression d'avoir quelque chose avec du volume, du relief surajouté. Donc ça va pas forcément... ça peut fonctionner sur un bas de nuisette, par exemple. Oui, je comprends sur quelque chose comme ça qui glisse. Alors Céline, comme tu le sais, là on arrive un petit peu à la fin de cette interview. On a un moment qui nous tient assez à cœur lors de nos rencontres. C'est qu'on invite l'interviewé à nous partager un engagement, finalement à court ou moyen terme. Donc là, ce serait pour l'année 2021. Est-ce que tu peux nous partager, nous communiquer cette action que tu aimerais mettre en place? On en a discuté bien sûr quelques jours avant pour que tu puisses y réfléchir. Et moi, je serais très curieuse de savoir à quelle action tu as pensé. On est déjà, nous, inscrites dans une démarche RSE assez présente. Mais au cœur de mes préoccupations, il y a toujours le fait de contribuer à mettre en adéquation la femme et la lingerie qui va lui permettre de construire son identité féminine en fonction de son besoin et de ce qu'elle recherche. Par ailleurs, j'ai aussi beaucoup de contacts avec des jeunes femmes et j'ai été assez triste de me rendre compte à quel point la précarité menstruelle peut avoir un impact sur leur vie, peut les pénaliser, parfois même les handicaper. Et donc, on a fait le choix de travailler depuis quelque temps sur une culotte menstruelle. Donc, notre engagement pour l'année, ça va être de proposer cette culotte menstruelle et d'essayer encore une fois de s'adapter à la diversité de nos clientes. Donc, on va la proposer d'une part en sur-mesure. Ah, génial, en sur-mesure. Voilà, en sur-mesure, parce qu'on n'a pas toute la même morphologie et que les standards, c'est bien pour les personnes qui sont dans les standards, mais dans la réalité, une norme, elle est pleine d'exceptions et c'est ça qui est intéressant. Donc, le fait de la proposer sur-mesure, ça va permettre de désenclaver tout un grand nombre de femmes qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément, soit parce qu'elles ont une petite taille et des hanches larges, auquel cas, si elles sont bien au niveau des hanches, elles flottent à la taille. Et si elles sont bien à la taille, elles sont coupées au niveau des hanches et de la cuisse, c'est très inconfortable, voire douloureux. Et à contrario, les femmes qui ont plutôt de la taille, pas beaucoup de hanches, et qui se trouvent forcément avec des pièces qui ne sont pas confortables non plus. On pense effectivement lancer ce projet à l'occasion du 8 mars, parce que symboliquement, ça nous paraissait adapté, puis ça correspond au temps qu'il nous faut pour être prête à lancer un produit qui soit adapté à toutes. Et puis, comme on n'a pas toutes forcément les mêmes possibilités en termes de budget, ou les mêmes capacités ou les mêmes envies, on a décidé aussi de préparer un tuto qui sera gratuit, il sera sur notre site, et on proposera là par contre à la vente le kit de matière
pour que chacune puisse se fabriquer sa propre culotte menstruelle. Donc au niveau des kits de matière, ce ne sera pas une obligation évidemment de l'acheter auprès de nous, hein. Chacune peut aller dans les magasins de tissus indépendants et donc avec le tuto qu'on va tourner dans l'atelier, avec nos machines industrielles, ce sera aussi l'occasion de vous faire voir un petit peu notre matériel. Ce sera la possibilité pour chacune de trouver des solutions pour sortir de cette précarité, donc soit par le biais d'une fabrication do it yourself, soit par le biais d'un achat sur mesure, de manière à contribuer à lutter contre cette précarité menstruelle. Est-ce qu'il faudra avoir vraiment des connaissances en termes de couture? Est-ce que ça va être... Parce que moi, par exemple, la couture, c'est pas spécialement mon point fort. Est-ce que potentiellement, je pourrais réussir à réaliser cette culotte menstruelle avec ton kit? Alors, l'idée, c'est vraiment qu'elle soit réalisable avec une machine familiale. Même si nous, on a des machines industrielles, effectivement, l'idée, c'est vraiment de l'adapter aux machines familiales pour que le plus grand nombre puisse œuvrer et se faire plaisir. Céline, merci beaucoup d'être venue. Je te remercie beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait super plaisir de te voir et que tu puisses nous partager ton univers, ton entreprise. Et aujourd'hui, avec cette interview finalement un petit peu plus intimiste, on peut mieux apprendre à te connaître, tes valeurs et toi, même si des fois quand même on te voit un petit peu derrière la caméra sur Facebook. Je vous remercie, j'espère que cette entrevue vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview dans l'air du temps. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.